d'en parler. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle webconférence de la F3M qui s'inscrit dans le cadre du MOOC, donc 9e session du MOOC. Donc cette webconférence a pour thématique le myélome et l'entourage, préserver l'harmonie, et sera présentée par Madame Karen Krauter, oncopsychologue que vous connaissez déjà pour la plupart fort bien, et sera modérée par Madame Maryse Garcia. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter le programme de la webconférence. Donc, nous allons commencer par les actualités de cette 9e session du MOOC qui arrive bientôt à terme. Et ensuite, l'intervention de Madame Karen Krauter traitera différentes thématiques, à commencer par communiquer sur la maladie, vie et relations sociales, ressources et limites des proches, le couple, s'aider, se faire aider et cultiver les émotions et les pensées positives. Alors, avant de démarrer cette webconférence, je vous propose comme de coutume de faire un petit tour de la plateforme pour que vous puissiez tous communiquer entre vous et poser vos questions à l'intervenant. Donc, pour ceux qui sont habitués de ce format, il y a un petit changement. Normalement, vous avez deux onglets qui vous permettent, donc un onglet de chat qui vous permet de communiquer entre vous, et un onglet questions qui vous permet de poser vos questions. Ces onglets étaient habituellement situés en haut à droite de votre écran. Maintenant, ils sont situés en bas à droite. Donc, l'onglet de chat pour discuter entre vous et l'onglet questions pour poser vos questions. Donc, avant que cette webconférence ne commence, je vais également vous rappeler quelques chiffres sur la 9e session du MOOC. Vous êtes actuellement 206 personnes engagées dans ce MOOC et avez publié 345 commentaires et avis, ce qui montre bien votre engagement et nous vous en remercions. Et pour information, ce MOOC et l'ensemble de ces modules restent accessibles à vous tous jusqu'au 12 décembre 2021 sur le site actionmyelome.org que je vais vous communiquer dans le chat, qui regroupe l'ensemble des actions informatiques, mais on pourrait dire informatique aussi, et pédagogiques de la F3M. Donc, je vais céder la parole à Monsieur Laurent Gillot, président de l'association AF3M, qui nous a rejoint, et je vous souhaite une excellente webconférence. Laurent, c'est à vous. Merci Alexandre, vous m'entendez bien, ça va? Ouais, Oui. donc je suis juste là pour vous dire d'abord bravo d'avoir fait tout le MOOC pour ceux qui ont tout fait. Merci à ceux qui ont fait que simplement des morceaux, mais aujourd'hui le MOOC c'est quelque chose qu'on fait à la carte, hein, et donc c'est vraiment génial d'être. Le but du MOOC, c'est de discuter, d'échanger, d'apprendre. Et donc moi, je viens juste enfin. J'ai pas eu le temps de participer aux échanges. Je m'étais inscrit au MOOC, mais j'ai pas participé aux échanges parce que j'ai pas eu le temps et j'en suis fort désolé, mais j'ai la chance de participer à la touche finale et ça me fait plaisir. Donc, je vais laisser la parole à Maryse et puis à Karen qui vont dérouler tout le contenu de cette dernière webconf. Bienvenue à tous et à toutes. Vous m'entendez? Ça fonctionne? On t'entend. On t'entend. Donc, vous qui êtes connectés à cette dernière visioconférence, bienvenue. Je représenterai une fois de plus les tuteurs de la F3M dans ce MOOC. Je voudrais leur rendre honneur ce soir parce que c'est un travail de bénévolat, un travail qui se fait semaine par semaine au fil des semaines avec des tuteurs différents. Et donc, je voulais les remercier ce soir. Ce sont des malades, certains sont en position de proches également, d'aidants comme moi. Donc, je souhaitais leur dire un grand merci à cette dernière visioconférence. Et également, je remercie Karen Krauter qui, une fois de plus, va donc nous être fidèlement précieuse pour parler de tout ce qui a trait à la communication une fois de plus. Et je lui laisse la parole. Écoutez, bonsoir à tous. Alors à ceux que je connais, qui me connaissent, et puis aux autres. Très heureuse encore ce soir de pouvoir passer ce moment avec vous, d'échange, de partage sur le vécu dans le couple, dans la famille, autour de cette maladie, hein, et comment finalement pouvoir traverser ça et vivre ça le mieux possible ensemble. Très, très heureuse de pouvoir être encore cette fois-là pour en parler avec vous.
Bien, nous allons commencer par, comme le disait Alexandre, nous avons donc 6 questions qui vont être traitées entre Karen et moi qui vais lui présenter des échanges qui se sont passés sur le MOOC de cette session. Donc, dans le premier point, nous avons appelé ça « Communiquer sur la maladie ». Dans cette thématique myélome multiple et entourage, préserver l'harmonie, on commence par ce premier point qui est quand même très intéressant. Nous avons dans une étape 4 du MOOC de ce module 4 également, décidément, ça fait beaucoup, il faudra jouer au loto. Nous avons parlé dans cette partie, dans la partie ressources, une psychologue donc explique comment communiquer. Et en l'occurrence, par exemple, avec un enfant, comment lui parler, comment lui dire que l'on est malade, comment annoncer un cancer. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est de savoir auprès de Karen comment aborder également ce point quand l'enfant est un adulte. C'est plus quelqu'un qui est très jeune. Et donc déjà, ce premier point, Karen, si c'est possible de nous apporter des lumières. Alors déjà, par rapport à ce titre qu'on a choisi, Maryse, de myélome multiple et entourage, préserver l'harmonie. Alors évidemment, on a bien conscience que parfois l'enjeu, c'est plus tellement de préserver l'harmonie, mais de la retrouver. Parce qu'évidemment, cette maladie, elle bouleverse totalement l'existence. Elle impacte bien sûr le malade, mais aussi ses proches, son entourage de manière considérable. Et tout va être complètement remis en cause. Tous les équilibres vont être modifiés. Il va falloir que tout le monde s'adapte à cette situation qui est amenée à durer, quand même, avec des périodes plus ou moins compliquées. Et donc, je dirais que préserver l'harmonie dans les relations, même aux plus proches, c'est parfois un réel défi. Et évidemment, à certains moments, on rencontre des difficultés dans la relation, dans la communication. Et en même temps, ça nous semblait essentiel d'aborder ces questions-là parce que la relation aux autres, encore plus dans l'épreuve, elle est tellement fondamentale, on en a tellement besoin, et nous on l'entend tellement, qu'on soit professionnel de santé ou bénévole, ou malade ou proche, on sait à quel point c'est essentiel et important pour nous tous, et que à la fois ces relations avec les proches peuvent être source de réconfort, de motivation, de joie, mais aussi parfois d'incompréhension, de déception. Voilà, c'est important aussi de le dire. Et donc, on va un petit peu aborder ces aspects-là. Alors, sur l'aspect de la communication, alors on est parti effectivement de ces questionnements, de ces témoignages, dans le cadre du MOOC ou dans le cadre de, effectivement, que ce soit dans les échanges durant le MOOC ou dans les vidéos. D'abord, se dire que ne pas communiquer, ne pas en parler, ne pas parler de la maladie, ça éloigne et ça isole. Et si vous pensez qu'à un moment donné, ça va préserver quelque chose, en fait, vous vous rendrez rapidement compte que c'est l'inverse et que ça va beaucoup vous isoler. Et que finalement, bien sûr qu'il y a des moments nécessairement de solitude dans cette épreuve de la maladie, puisque c'est nous qui sommes à cette place, même quand les gens nous aiment, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas appréhender, évidemment, qu'ils ne peuvent peut-être même pas tout à fait comprendre. Mais si on n'en parle pas, si on décide en fait de ne pas partager et de ne pas communiquer sur cette maladie, sur ce qu'on ressent, sur son évolution, sur les traitements, etc., en fait, on va s'isoler davantage. Communiquer avec les enfants. Moi, j'entends parfois les malades ou l'entourage dire on ne va pas leur dire ou on ne va pas tout leur dire, on va les préserver. Je peux vous assurer aujourd'hui, il y a même des études très sérieuses qui ont été faites depuis longtemps, que ne pas leur dire, ne pas leur en parler, en fait, les expose à beaucoup plus de difficultés, quel que soit leur âge, les enfants, les petits-enfants, et que c'est important de leur dire, voilà, simplement, voilà, sans forcément entrer dans le détail, en attendant éventuellement leurs questions ensuite, s'ils ont besoin de précision.
Mais si on ne leur parle pas, ils vont intercepter des conversations, ils vont se rendre compte que leurs parents, leurs grands-parents, leur grand-père, leur grand-mère est fatigué, que quelque chose change, que leurs parents sont inquiets. Donc, en fait, ils vont souvent se représenter des choses très angoissantes. Et donc, il faut évidemment leur parler. Alors là, vous pouvez vous faire aider. Il y a des supports qui existent. Vous pouvez aller vers les associations qui peuvent aussi vous conseiller. Les psychologues dans les services peuvent aussi vous aider à communiquer. Mais en tout cas, sachez que la question ne se pose plus. On sait aujourd'hui qu'en parler aux enfants, quel que soit leur âge, c'est les protéger, et pas l'inverse. Maintenant, quand nos enfants sont adultes, comment leur en parler? Alors en fait, là, évidemment, la question, elle est un peu, je dirais, elle me fait un petit peu sourire parce que, évidemment, nos enfants, même adultes, restent nos enfants. Et donc, la question, c'est à qui je parle quand je parle de la maladie? Est-ce que je parle à un adulte en face de moi qui est capable, voilà, comme n'importe quel adulte en face de moi, d'assumer certaines informations ou est-ce que je parle toujours à cet enfant qui est mon enfant, qui est adulte, mais vis-à-vis duquel je vais continuer à avoir des comportements peut-être de protection, des inquiétudes sur sa capacité à entendre, à comprendre, etc. Et donc, évidemment, même avec un enfant adulte, la communication, ce n'est pas toujours quelque chose de simple et d'évident. Pour les mêmes raisons que pour des enfants ou des adolescents, c'est important de communiquer avec nos proches. Alors, dans cette slide, Maryse, j'en profite puisque je l'avais un petit peu intégré, c'est est-ce qu'il y a des mots types, notamment des mots qu'on ne voudrait pas entendre de la part de son entourage, ou peut-être que l'entourage ne voudrait pas entendre? En fait, j'ai envie de répondre non, parce qu'en fait, chacun est différent et chacun a ses besoins et ses limites. Il y a des gens qui auront horreur qu'on les infantilise, il y en a qui auront besoin qu'on les plaigne, il y en a qui auront besoin d'entendre un discours motivant, positif, il y en a qui n'auront pas du tout envie qu'on leur parle. Et donc, en fait, finalement, ce qui est important, ce n'est pas tant de savoir quel mot on doit dire ou pas, c'est que chacun puisse dire comment il se sent, comment il ressent les choses, et ce qu'il a du mal à entendre et ce qui lui fait du bien. C'est-à-dire que c'est plutôt aider chacun d'entre nous à comprendre ce dont il a besoin dans cette communication et ce qui est le plus difficile pour lui, pour qu'on puisse s'adapter. Oui, mais merci Karen pour ces précisions. C'est vrai que nous avons eu quelquefois des témoignages dans le MOOC, puis même dans d'autres commentaires de réunions, où des parents malades, en l'occurrence des malades du myélome, ne voulaient pas dire à leurs enfants qu'ils avaient cette maladie parce que, comme on l'avait déjà plusieurs fois expliqué, ils avaient du mal à gérer déjà cette problématique pour eux et puis ils n'y arrivaient pas. Alors, est-ce qu'on peut dire que finalement, chaque malade fait comme il peut, puis chaque aidant aussi peut peut-être demander au malade, écoute, si je t'embête, tu me le dis, parce que voilà, il n'y a pas de mot type en tout cas, que vous disiez ça, j'ai du mal à l'entendre, ou moi j'ai besoin que tu m'expliques ça. Je crois que je préfère ne pas avoir de détails là-dessus. En ce moment, j'ai pas trop envie d'en parler. Je pense que ce qui est important, c'est que chacun s'autorise à exprimer comment il se sent par rapport à cette communication. Mais en tout cas, communiquer, c'est important. Voilà, c'est juste que communiquer, c'est important. Si je peux vous donner un conseil au-delà du fait de vous faire peut-être aider si vous avez du mal à trouver les mots et peut-être souvent en parlant avec quelqu'un de confiance, en disant voilà, je me pose telle question, je pourrais le dire comme ça, mais ça nous aide souvent à construire un petit peu notre position et à se rendre compte de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas. Mais si j'ai un petit conseil à vous donner, et c'est souvent ce qu'on fait assez naturellement, c'est de plutôt choisir de communiquer quand les émotions, en fait, se sont un petit peu apaisées. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des moments où on va communiquer sous le coup de l'émotion parce que de toute façon, on en a besoin ou c'est comme ça. Mais en termes d'information, de communication sur la maladie, ce que je peux en tout cas vous encourager à faire, c'est essayer de trouver un moment où ce ne sont pas les émotions qui dominent, que ce soit chez vous ou chez votre interlocuteur, pour communiquer sur la maladie. Parce qu'évidemment, quand la charge émotionnelle est très, très forte, en fait, il n'y a pas beaucoup d'informations qui passent. En fait, ça devient parfois, la charge émotionnelle devient très, très forte et finalement, ça complique un petit peu les choses. Donc, évidemment, partager des émotions, c'est important, mais
au niveau strict de l'information, ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer en tout cas de choisir un moment et des conditions qui permettent en fait de ne pas être débordé par les émotions, idéalement, on va dire. Merci. J'ai une question sur le chat qui me paraît, qui n'est pas facile, hein, je te préviens Karen, mais qui est fort intéressante. C'est dur de vivre sa maladie seul. Aussi, certains s'engouffrent dans des activités de bénévolat. Le fait d'aider des malades ou de les orienter ne peut-il pas être un risque? Quels moyens justement pour se sortir de ces situations à risque psychologique pour décompresser? Alors déjà, le fait, on l'abordera un peu plus loin, je pense, parce qu'on l'avait un peu évoqué, ce qui pouvait nous aider dans la relation à vivre la maladie. Et le fait d'aider les autres, et notamment de s'orienter vers le bénévolat, ça peut être une réponse qu'on trouve pour essayer de vivre le mieux possible, en fait, cette épreuve. Et dans beaucoup de cas, en fait, c'est très aidant. C'est-à-dire que beaucoup de bénévoles pourront dire que le fait de s'occuper des autres, de partager leur expérience, de mettre à profit leur expérience et d'être dans une relation d'aide, de conseil, ça les aide eux-mêmes. Hein, et ça, nous, professionnels de santé, on sait à quel point ça peut donner du sens à la vie d'aider les autres et ça peut nous permettre de relativiser nos propres difficultés. Par contre, quelle valeur accorder à cette démarche et est-ce qu'elle est toujours, je dirais, légitime, entre guillemets, ou utile? Alors là, si vous voulez, ça, c'est pas, on ne peut jamais réellement en juger de l'extérieur. Ce que j'ai envie de dire, c'est si vous en avez envie et que vous avez le sentiment que ça vous aide, je vous encourage à le faire. Par contre, évidemment, et vous en avez pour certains d'entre vous conscience, quand on vit soi-même ou qu'on a vécu soi-même cette épreuve, justement, la dimension des émotions, des difficultés, de plein d'enjeux, de culpabilité, d'envie de réparer, d'envie que les autres soient combatifs parce qu'on aimerait bien être combatif, qu'au contraire, de dire aux autres que non, on est autorisé. C'est-à-dire qu'il y a tous les processus, bien sûr, de projection, d'identification, et que quand on vit soi-même une situation, on n'est jamais capable d'une totale objectivité. Donc, si vous voulez, la démarche, elle peut être tout à fait bénéfique et elle l'est la plupart du temps et profitable à tous. Simplement, ce qui me semble important quand on s'engage dans cette démarche, c'est d'être bien sûr que ça nous apporte quelque chose. Donc là-dessus, il faut que vous sentiez si c'est un bénéfice ou pas et si ça ne l'est pas, c'est peut-être pas la solution. Mais aussi par rapport à la responsabilité qu'on a vis-à-vis de ceux qu'on prend en charge ou qu'on accompagne ou qu'on conseille, d'être vigilant, c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans le MOOC en tant que tuteur, d'être vigilant sur ces processus-là pour être vraiment dans l'écoute et l'accompagnement et pas être dans des projections, des identifications, donner des conseils tout faits, projeter chez l'autre des émotions ou des sentiments qu'on aurait soi-même, des inquiétudes, des angoisses qu'on aurait soi-même. Mais évidemment, tout ça, c'est subtil et délicat. Mais en tout cas, je crois que quand on s'engage dans cette démarche de bénévolat ou d'aide, c'est important d'avoir à l'esprit que voilà, on n'est pas totalement objectif et que pour l'autre, pas seulement pour nous, mais pour l'autre, on doit se poser certaines questions sur où on en est et voilà, qu'est-ce qu'on est susceptible de rechercher ou de projeter dans cette relation d'aide. Tout à fait, ouais. Et j'avais une dernière question sur, il y a enfin, deux questions. C'est une, qu'est-ce qu'on fait quand les aidants sont indifférents? Donc c'est toujours la question, en fait, quand on n'a pas d'aidants ou que les aidants sont… Alors, aidants indifférents, c'est étonnant de juxtaposer ces deux mots. Et puis, il y avait, c'est pas toujours évident, là, je pense que c'est une personne qui est malade qui dit c'est pas toujours évident de recevoir des analyses psychologiques de la part des aidants, même si c'est par souci d'aider. Oui. Alors, Laurent, si tu veux bien, comme on a la partie sur les ressources et les limites des aidants, moi, je garderais bien cette petite réponse pour ce moment-là. Avec plaisir, Karen, avec plaisir. Si tu peux me le rappeler. Je vais essayer. On va peut-être passer au deuxième point. Alors, on a commencé un petit peu à en parler, Karen, mais oui. Effectivement, donc ce deuxième point que nous avons appelé vie et relations sociales, je l'ai argumenté dans le MOOC en partie 4.9. Nous avons une psychologue d'une réunion préparatoire à la JNM qui conseillait les personnes de maintenir un lien social, que cela devait se travailler, et un peu plus en ayant des activités. On peut se poser la question aussi de savoir comment développer les adaptations possibles
pour aller mieux, en fait. Alors là, la vie et les relations sociales, évidemment, quand on parle de maintenir une certaine harmonie dans nos relations et dans l'environnement, je pense qu'on doit aussi aborder cette question, pas seulement des relations avec les plus proches, mais aussi de la vie sociale, parce que c'est une dimension de notre existence. Et bien sûr que la maladie, souvent, elle vient perturber considérablement cette dimension de notre vie. Parce qu'on arrête de travailler, on arrête justement certaines activités sociales, on partage moins de choses, on a moins d'activités, et de manière objective, au-delà d'éventuellement la place des traitements, des consultations, etc., du suivi, bien sûr, il y a la fatigue, il y a les douleurs, il y a des moments où psychologiquement, voilà, on est fragilisé et c'est pas vraiment le moment où on est capable de faire des efforts, on va dire, de relations sociales. Donc, cette vie sociale, elle est importante, mais évidemment, elle est mise à mal par la maladie et elle n'est pas facile à maintenir. En tout cas, c'est un équilibre assez délicat. Hein. Et pourtant, évidemment, maintenir une certaine vie sociale, c'est important parce que c'est rester dans la vie et que ça nous évite de nous enfermer totalement dans notre bulle. Donc, c'est important, évidemment. Mais la question, c'est comment on peut l'intégrer en fonction de ses besoins, parce qu'il y a des périodes où on va être capable, d'autres périodes où on va être moins capable. Et donc, ça va être un peu un ajustement. Hein. Et parfois, ça va nous demander des efforts. Mais là-dessus, je pense que c'est comme maintenir une activité physique ou essayer d'avoir une alimentation équilibrée. Je dirais que c'est presque une prescription que d'essayer de maintenir un minimum, en tout cas une dimension sociale dans son existence, autant que possible. Mais en même temps, ce qui peut être un petit peu difficile à gérer, ce sont justement les réactions de l'environnement social. C'est-à-dire qu'on va être confronté à des discours, à des phrases, à des comportements, à des attitudes dans la vie sociale, dans les relations professionnelles, amicales, sociales, en fait, qui vont être source de difficultés, de questionnements, de déstabilisation, de contrariété. Parce qu'évidemment, on va rencontrer dans cette vie sociale des tas de gens qui ne sont pas des proches à proprement parler, qui n'ont pas tous les tenants et les aboutissants de ce qu'on est en train de vivre, et qui peuvent faire preuve voilà, de maladresse, qui peuvent être dans l'évitement, qui peuvent être voilà, qui peuvent avoir des comportements inadaptés. Et ça, on l'a tous connu. Et c'est pas facile en fait de maintenir des liens sociaux quand il faut supporter, je dirais, un certain nombre de comportements ou de discours qu'on a du mal à avaler. Alors, comment on essaie malgré tout? Alors, c'est encore plus compliqué depuis la crise sanitaire, évidemment, hein, parce que alors là, entre les gestes barrières, on fait vacciner, on ne se fait pas vacciner, on est invité chez des amis qui ne respectent pas les gestes barrières parce que de toute façon, le Covid, ça n'existe pas. Et nous, on est immunodéprimés et on se dit, si les gens ne mettent pas de masque, c'est parce qu'ils ne nous aiment pas. Et alors, on se sent rejeté, on n'est plus invité, etc., etc. Donc, il y a pas mal de conflits et pas mal de tensions hein, au niveau social et au niveau amical et familial d'ailleurs à cause de cette période. On va dire que ça s'est un peu durci en plus avec le contexte sanitaire. Alors, comment on essaye de réussir cette équation? Je dirais qu'il faut essayer de maintenir une vie sociale, mais avec certains garde-fous. Privilégier les petits groupes, privilégier les environnements où vous êtes en confiance et surtout privilégier toujours la possibilité d'adapter ces environnements et ces activités à vos besoins. Je veux dire, partir une semaine faire un trekking dans les Pyrénées sans possibilité de vous arrêter si jamais vous êtes fatigué, ce n'est pas une option. Ça va forcément tourner à la souffrance extrême. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, rationaliser un petit peu cet aspect social. D'accord, aller chez des amis, mais parce que vous êtes suffisamment en confiance, vous savez que vous allez pouvoir vous allonger, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les sorties et toutes les marches et toutes les virées et que tout le monde le comprendra. Que vous n'attendrez pas 23 heures pour manger et que vous ne serez pas obligé de prendre 2 litres d'alcool pour que les gens se soient contents que vous soyez là. Donc, si vous voulez, c'est maintenir une certaine vie sociale, mais toujours en ayant à l'esprit vos besoins et vos limites. Sinon, ça peut devenir des moments d'épreuve et vous décourager de vous y exposer.
Merci Karen. Je vois que nous avons eu pas mal de succès pour ce deuxième point là. Dans le chat, les personnes se sont exprimées et c'est vrai qu'avec soit le Covid, soit les difficultés de la maladie, en l'occurrence des maladies, des douleurs osseuses, certaines personnes disaient, ou des interventions chirurgicales, c'est quand même difficile de trouver du lien social dans ce contexte-là. Mais c'est vrai que les pistes sur lesquelles donc, tu nous as amenés peut aussi nous faire penser qu'il y a toujours moyen et puis de connaître ses limites. Et Voilà, déjà... je dirais que c'est souvent un compromis. Il y a des gens, ça va être très compliqué parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter, ils sont maladroits, voire ils ont des mots blessants, ils n'ont pas la bonne attitude. Même si c'est des gens que vous aimez, même si c'est des gens qui sont importants pour vous, dans ces périodes-là où c'est compliqué pour vous et pour eux probablement, vaut mieux maintenir le lien parce que c'est dommage de ne pas le maintenir, mais on va dire modestement, un peu à distance, et de plutôt privilégier les relations avec ceux qui peuvent s'adapter, qui sont relativement sereins avec la situation, qui vous apportent du positif. Il faut être un petit peu rationnel et sélectif, on va dire, et ce n'est pas une question… voilà, c'est juste que vous avez des limites et des besoins. Il y a des choses, voilà, il faut aussi vous préserver cet équilibre en essayant, moi c'est mon point de vue, puisque je suis plutôt dans la préservation, on essaie de préserver l'harmonie, même s'il y a des gens avec lesquels la communication devient compliquée ou des environnements dans lesquels c'est compliqué pendant certaines périodes de la maladie ou du parcours, dans ces cas-là, maintenez le lien, mais on va dire un peu stratégiquement distant ou moins direct, ou voilà. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu surfer c'est un petit peu marcher sur un fil, quoi. Bien, nous allons avancer parce que oui. je regarde aussi un petit peu le temps. Donc, Bien dans sûr. Le troisième point, nous voulions parler des ressources et des limites. Je crois qu'on avait déjà commencé à en parler, hein, Karen, donc des limites des proches. Et nous avions pu voir dans l'étape 4-8 une vidéo d'une proche qui s'exprimait et qui disait ai-je bien réussi, ai-je bien réagi, ai-je bien ou alors ai-je mal réagi en tant que proche lorsque l'annonce est tombée. Mon rôle était, en tant qu'aidant, de m'occuper de ma maman malade, mais aussi de soutenir les personnes de la famille en rassurant les plus fragiles qui vivaient cette maladie de leurs proches de façon très douloureuse et voilà, un peu désespérée. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette alors là, justement, là, je lisais un petit peu en diagonale pendant que je parlais sur le chat, évidemment. Plein de gens témoignent de réactions des uns et des autres, que ce soit dans le cercle amical ou dans le cercle familial. Certaines relations s'en trouvent renforcées, d'autres relations sont mises à mal, et notamment, il y a certains comportements ou certains positionnements, certaines réactions ou absence de réaction des proches qui peuvent être difficiles à vivre. Moi, je voudrais quand même rappeler, même si ça peut paraître une évidence, que bien sûr, cette maladie, elle touche le malade, mais je le redis, elle impacte considérablement les proches, l'environnement. Les proches sont bouleversés et en fait, tout le monde n'a pas les mêmes capacités à s'adapter de manière, s'adapter à cette situation. Et alors, les ressources, elles nous sont personnelles. Hein. Certains d'entre nous vont être un peu mieux équipés, outillés pour bien se positionner. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément les gens qu'on attendait qui sont là. Ce n'est pas forcément les gens sur lesquels on comptait qui assurent. Parce qu'évidemment, ce n'est pas seulement la qualité du lien qui fait qu'on est capable d'aider quelqu'un, c'est aussi notre qualité, notre histoire, notre construction personnelle. Et par contre, il y a des gens qui sont très proches éventuellement et sur qui on comptait et qui ne trouvent pas les ressources d'avoir la position adaptée vis-à-vis de nous. Rappelons-nous qu'en général, c'est parce qu'ils sont en difficulté et pas parce qu'ils ne nous aiment pas ou qu'ils ne veulent pas. Hein. Donc, je ne dis pas que ça n'existe pas des gens qui sont des proches, très proches, des membres de notre famille et tout ça qui seraient totalement indifférents à ce qui nous arrive. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais enfin, je ne dis pas ça que dans l'absolu, mais je tire mon expérience de 25 ans de communication avec les patients et avec leurs proches. La plupart du temps, il ne s'agit pas d'une absence d'amour, de considération, mais plutôt d'une difficulté à trouver les moyens d'aider.
Donc ça, c'est la première chose. Je pense qu'il faut le rappeler, hein, et essayer de ne pas faire de lien entre des difficultés ou une incapacité à nous aider et un manque d'amour ou de considération. Voilà, c'est rarement le cas, hein. Et je peux vous dire effectivement qu'il y a des gens qui vous aiment très fort, qui sont très attachés à vous et qui sont complètement perturbés et effondrés de savoir que la maladie est là, mais qui n'assureront pas et qui n'arriveront pas à trouver les mots et voir qui vont faire le contraire de ce qu'il faudrait. Et il y a des gens qui vont être très très justes, mais pour autant ils n'ont pas des liens affectifs aussi forts avec vous. Hein. Ce n'est pas des choses qui sont forcément corrélées. Alors, c'est parfait quand ça l'est, mais ça ne l'est pas forcément. Hein. Au niveau des ressources et des limites de ses proches, bien sûr, je vous parlais là des limites, notamment de nos proches. Et bien sûr, on voit dans ce témoignage combien c'est compliqué. Parce que quand on est proche, surtout très proche, on est bouleversé par cet événement, mais on n'est pas le malade. Et donc, la plupart du temps, on ne s'autorise pas à aller mal, on ne s'autorise pas à dire qu'on a des difficultés. On se dit qu'il faut tenir et on tient pour le malade, mais aussi éventuellement pour d'autres membres de la famille. Si jamais on est un peu pilier, il va falloir qu'on tienne pour tout le monde alors qu'on est profondément ébranlé et déstabilisé. Donc évidemment, c'est une situation et une position qui est particulièrement difficile. Et quand on est proche, on est traversé par beaucoup de sentiments et d'émotions qu'on ne contrôle pas, bien sûr. L'angoisse, j'en ai parlé, mais aussi la culpabilité, mais aussi l'épuisement. Il y a des moments où on en a marre, on en a ras-le-bol, hein, de cette vie, d'être limité à ce point-là, de voir que l'autre n'est pas comme avant. Et ça non plus, ça n'a pas à voir avec l'affection ou l'amour, ça a juste à voir avec le fait qu'à un moment donné, c'est pénible, voire insupportable de devoir faire avec ces limites-là. Hein. Donc c'est vrai aussi pour nos proches. Bien sûr, de la culpabilité, c'est quasiment toujours le cas, la culpabilité. Et puis, sachant que les relations étant ce qu'elles sont, et parfois même avant la maladie, on n'a pas forcément affaire à un malade qui sait dire c'est important pour moi que tu sois là, c'est important ce que tu fais, je te remercie. Et parfois, moi, ils me disent, les patients, oh là là, qu'est-ce que c'est important qu'elle soit là, j'ai tellement besoin d'elle, sauf qu'elle ne l'a jamais entendu. Hein. Donc, si vous voulez, c'est pour les proches, ça peut être difficile. Alors, bien sûr, certains n'assurent pas. Voilà, on peut se dire quand on est malade, franchement, là, j'aurais attendu mieux. Bon, on peut le dire, mais je crois qu'il faut se rappeler que c'est particulièrement difficile. Et dans ces cas-là, moi aussi, plutôt que moi, ce que j'ai constaté aussi, c'est que souvent, on attendrait des choses sans les demander ou sans les expliciter. C'est-à-dire qu'on attend que les autres comprennent de quoi on a besoin. Ça ne devrait pas être nécessaire qu'on leur demande. Alors, est-ce que tu veux que je vienne? Est-ce que tu veux que je vienne tout ça pendant quelques temps après ta chirurgie? Mais non, pas du tout, j'en ai pas besoin, ça va aller. Et puis moi, ils viennent en consultation en disant oui, il n'est pas venu alors que j'en avais besoin. Et je dis mais est-ce que vous avez dit que vous en aviez besoin? Non. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a proposé. Et qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai dit non, je voulais pas, vous voyez, demander, c'est délicat. Je dis oui, mais en même temps, à un moment donné, les gens, ils sont pas devins. Hein, donc, si vous voulez qu'ils comprennent de quoi vous avez besoin, il faut aussi à certains moments que vous soyez capable de l'exprimer. Et le problème qui se pose souvent, c'est qu'on attendrait que les autres comprennent et s'ajustent et s'adaptent exactement comme on a besoin, sans rien dire, voire en disant le contraire de ce dont on a besoin. Là, je peux vous assurer que ça marche quasiment jamais, en fait. Voilà. Donc, si effectivement on pouvait aussi davantage dire de quoi on a besoin, ce qui nous contrarie, pourquoi on vit les choses difficilement et pourquoi c'est important pour nous que ses proches soient là, etc. Si on communique plus, dans de nombreuses situations, je l'ai vu pour accompagner des couples et des familles, les relations s'améliorent et les proches s'adaptent davantage. Ils trouvent mieux les solutions une fois qu'ils ont pu comprendre ce que le malade attend ou ressent. Oui, Karen, merci beaucoup. Une personne, donc Patricia, a réagi en disant qu'elle était amenée, elle était obligée j'emploie le terme exact, entre guillemets, de se protéger de certaines personnes aidantes qui ont même des attitudes par rapport à des attitudes aidantes, mais qui sont blessantes. Donc, c'est vrai que l'aidant, il faut également... On ne peut pas être en confiance avec tout le monde et comme tu l'exprimais, on a un cercle, on a des confiances et des besoins et c'est important de l'exprimer.
Ouais, puis il y avait quelques remarques aussi du style le malade qui ne supporte pas met ta bonne mine, par exemple. Mais c'est comme le disait Karen, quand on te dit ta bonne mine, eh ben, tu réponds pas. Si tu réponds pas, oui, j'ai bonne mine, ou tu dis rien, alors que si tu dis non, j'ai peut-être bonne mine, mais je fais pas bien, ça change la donne et ça permet d'un échange, quoi. Et plutôt que de recevoir je pense qu'on est beaucoup de malades à le recevoir. J'ai bonne mine et puis le garder pour soi, ça m'énerve qu'on me dise que j'ai bonne mine. C'est d'un moment donné de renvoyer sous forme d'humour ou d'une forme ou d'une autre. Voilà, alors ça, Laurent, tu as raison. Mais alors moi, si vous voulez, ces situations-là, moi, je me projette et je l'entends. Hein, dans ces situations-là, tu as raison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faut aussi renvoyer à l'autre ce qu'on ressent par rapport à sa communication. Mais celui qui dit « Ah, t'as bonne mine », évidemment, c'est positif. On comprend la plupart du temps qu'il pense que ça va te faire plaisir et qu'il a envie, en fait. Il a tellement envie qu'on aille bien, il a tellement envie qu'on ait bonne mine. Vrai, en fait, c'est un peu la méthode Coué. Donc, en fait, ouais. souvent, votre interlocuteur, il a tellement envie que vous alliez bien, en fait, il va être dans des espèces de comportements comme ça, un peu positivants, qui sont énervants quand on ne va pas bien, mais en fait, qui montre à quel point votre interlocuteur il est en difficulté avec le fait que vous n'alliez pas bien. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a la personne qui te dit « Ah, ta bonne mine, c'est énervant », puis il y a la personne qui te dit « Oh là là, mais tu as une mine, mais c'est terrible, ta mauvaise mine, c'est pas possible », et je t'assure que c'est pas terrible non plus. Oui, tout à fait. Oui, donc après là, si tu veux, la question c'est « Que doit dire votre interlocuteur ?» Et qu'est-ce que le malade veut entendre aussi? Chaque malade. Évidemment. Et c'est pour ça que je vous pose la question, vous en tant que malade, c'est qu'est-ce que vous attendez de votre interlocuteur? Ta bonne mine, c'est pas bon. Ta pas bonne mine, c'est pas bon. Bonjour, c'est trop banal. Comment tu vas? Si on ne le dit pas sur le bon ton, en même temps, est-ce que vraiment il s'intéresse au fait comment on va ou est-ce qu'il dit ça comme ça banalement? Si vous voulez, il faut comprendre aussi que nous, ce dont on a besoin, ce n'est pas forcément toujours si clair que ça. Et que je peux vous assurer que pour vos interlocuteurs, et tout le monde ne vous connaît pas parfaitement, ça peut être un vrai défi que de trouver le mot juste ou l'attitude juste. Tout à fait, oui. Ouais. Ouais, donc d'où l'importance de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut cette question comment tu vas ou ta bonne mine, en fait, est un point de départ d'un échange, quoi, et qui permet à chacun d'ajuster. Oui, parce que quelle est l'option en fait, si tu veux. C'est ça. Une fois qu'on a dit ça, franchement, c'est pas adapté. Ça, franchement, c'est maladroit. Si on se met à la place de quelqu'un qui est dans la situation, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit dire en fait? Comment on doit se comporter? Je t'assure que la réponse, elle n'est pas évidente. Donc, effectivement, on peut partir d'un point qui n'est pas idéal, qui est un peu maladroit, etc. Mais après, c'est aussi à nous, à partir de là, d'essayer d'en faire quelque chose. Voilà, tout à fait. J'ai rencontré une malade qui répondait à chaque fois quand on lui disait t'as pas bonne mine, elle répondait c'est normal, c'est le porte-mine qui est malade, pas la mine. Oui, alors après quand on peut faire un peu d'humour, qu'on n'est pas trop débordé, pas trop énervé, voilà. Pas trop angoissé, ça va. Bon, on n'est pas toujours en capacité de le faire. L'humour en général, ça aide aussi à voilà, ça aide à maintenir un lien justement avec l'autre, même quand il n'est pas très juste. Bien, on va passer au point 4. Comme on est limité par le temps. Oui, bien sûr, je t'entends, Maryse. Voilà. Alors, donc là, on souhaitait parler un petit peu du couple dans cette étape, toujours du module 4, 4.2. Nous avons une vidéo qui est nouvelle cette fois-ci dans ce MOOC-là. Donc, sur un témoignage de Bernard et de Marie-Pierre. Donc, le mari malade du myélome multiple dit que la maladie l'a obligé à prendre plus soin de son corps alors qu'il ne le faisait pas avant, en fait. Et il nous parle aussi, il nous dit que ces ingrédients de vie, à présent, pour se comprendre et penser à autre chose aussi que son myélome, le matin quand il se regarde dans la glace, ils ont été principalement basés sur l'amour. Et sa conjointe aidante s'exprime en disant, dans cette thématique aussi, quand on aime quelqu'un, on fait tout ce qu'on peut pour aider l'autre. Alors, la question du couple dans le myélome multiple, je pense, je me rends compte en consultation et je pense que vous-même, à la F3M et dans le cadre du MOOC, enfin,
Je pense que cette question du couple, puisque souvent le couple, c'est vraiment on va dire, le noyau, le pilier, hein, c'est dans le cadre c'est dans le couple pour ceux d'entre nous qui sont en couple, évidemment. C'est là que se vit au quotidien la maladie, hein, le myélome. Donc, évidemment, cette relation est mise à rude épreuve, là aussi, hein, avec cette maladie, hein, qui vient faire qui vient occuper beaucoup de place dans l'existence et dans le quotidien. Et on se rend compte que cette maladie, elle peut diviser, elle peut renforcer. D'ailleurs, elle peut même les deux à des moments différents. Hein. Elle a cette force, en fait, de faire évoluer les relations. Alors, comment fait-on pour essayer de préserver ou retrouver l'harmonie dans le couple avec cette maladie? Alors, je dirais que c'est une course de fond. Il faut presque avoir ça à l'esprit dès le départ. C'est-à-dire que on se soigne en tant que malade et on soigne la relation en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, la maladie, elle va nous impacter en tant que malade et elle va impacter la relation, en général avec la personne qui vit avec nous. Et ça, depuis le début, de manière considérable. Et donc, il faut l'intégrer comme une dimension du soin dès le départ. C'est-à-dire, je prends soin de moi, je me traite, je fais en sorte d'aller le mieux possible et je prends soin de la relation. Je ne dis même pas de l'autre, je dis de la relation. Et je fais en sorte d'essayer de préserver cet équilibre en dépit de la maladie. Alors, évidemment, ce n'est pas facile et on n'y arrive pas toujours, mais je pense que dès le départ, il faut soigner le couple comme on se soigne soi-même, parce qu'on est tellement proches que finalement, l'impact de la maladie sera quasiment instantané, que ce soit la fatigue, la douleur, l'angoisse, les moments d'effondrement, la perte d'espoir, etc. Il faut savoir que la personne qui vit avec vous, elle va être impactée quasiment avec la même intensité que vous. Et donc, il faut l'intégrer. En fait, il faut intégrer ce lien quasiment aux soins et à la prise en charge dès le départ, à mon avis. Hein, je pense que c'est essentiel. Alors, maintenir la communication autant que possible, alors sauf quand elle est extrêmement conflictuelle et qu'on n'arrive plus à se parler, là, il vaut mieux l'évitement. Hein. Dans ces moments-là, c'est comme, voilà, vaut mieux aller décompresser avant de recommuniquer. Ce n'est pas la peine d'aggraver la situation et de créer des dommages collatéraux en disant des choses terribles qui vont rester dans l'esprit des uns et des autres. Donc, quand on a vraiment du mal et qu'il y a des tensions, et c'est normal, et ça peut arriver, même si on s'aime et même si on est bienveillant, il vaut mieux éviter, en tout cas, s'éviter dans les moments où on n'arrive pas à se parler. Mais essayer de maintenir la communication justement sur ce qu'on ressent, ce qu'on attend, ce qu'on vit difficilement, et pas tu fais ci, tu fais pas ça, pas reprocher à l'autre, mais dire de quoi on a besoin, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qu'on vit mieux, qu'est-ce qu'on vit mal, et pas toi tu fais ça, c'est pas bien, toi tu fais ça et tu penses qu'à toi, et toi. Parce que dès que vous êtes sur le versant du reproche, ça va être extrêmement destructeur pour la relation. Donc, essayez effectivement de maintenir la communication et essayez, on sait à quel point la maladie va impacter l'intimité par exemple, essayez de maintenir une certaine proximité physique parce qu'elle est source d'apaisement et de lien. On ne sait pas toujours quoi se dire, mais avoir un geste d'affection, se tenir la main, regarder un film sous le même plaid collé plutôt que dans deux fauteuils séparés. D'ailleurs, je vous engage à réinvestir dans un canapé bien confortable et de vous séparer de vos deux fauteuils extrêmement confortables, mais où vous ne pouvez pas vous toucher. Je vous assure que ce n'est pas du tout un bon calcul. C'est bien pour les douleurs, mais ce n'est pas du tout bien pour la relation. Donc, puisqu'on est fatigué et qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, en tout cas, essayez de favoriser, de maintenir un lien physique tendre, parce que ça va faciliter de manière générale la communication, ça va limiter les conflits et ça va permettre aussi de maintenir ou de retrouver plus facilement de l'intimité. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est essayer de maintenir ce lien physique, même si parfois on n'a pas forcément les mots. Ça c'est en tout cas important. Et essayer de faire des choses ensemble, évidemment, c'est important aussi d'avoir ces espaces à soi, aussi bien pour l'aidant que pour nous, hein, de pouvoir se ressourcer, décompresser pour l'aidant aussi. Hein, c'est très, très important qu'il y ait des moments à lui. Mais c'est aussi important de faire des choses ensemble. Vous pouvez plus faire ce que vous faisiez avant, mais il faut être créatif et se dire qu'est-ce qu'on peut
qu'est-ce qu'on peut faire encore ensemble alors qu'on peut plus faire certaines activités. Si vous adoriez aller marcher en montagne, faire des super randos et tout ça, et que là, ça paraît compliqué vu la fatigue et la douleur, on peut se rabattre, je ne sais pas, moi, sur des petites séances de Qigong à la maison avec des petites vidéos, et je vous assure, un petit tapis confortable, un peu d'espace, et on peut faire du Qigong à 2 tranquillement, ça fait pas mal. Voilà. On peut même mettre la tenue, on se sent comme dans un dojo, c'est parfait. Donc, en tout cas, essayez d'être créatif. Ça peut être d'autres choses, ça peut être cuisiner ensemble, ça peut être faire des projets pour la nouvelle maison et dessiner les futurs travaux. Mais en tout cas, essayez, même si c'est parfois difficile, de trouver des espaces et des moments communs, parce que c'est aussi ça qui va prévenir en fait des tensions et des distances qui vont être très difficiles à dépasser plus tard. Et puis, réduisons nos ambitions de manière globale, que ce soit pour nous ou pour les autres. C'est difficile cette situation. Voilà, il y a des choses, on est à côté de la plaque, on ne s'est pas trop bien compris, mais ce n'est pas très grave. Donc, essayez en fait d'avoir des objectifs modestes et de se satisfaire des petits moments agréables et de ne pas trop se focaliser, se cristalliser sur ce qui ne fonctionne pas, parce qu'évidemment, on va plus voir que ça. Merci Karen. Moi, j'ai juste un petit souci technique, c'est que je ne vois plus le chat. J'ai des écritures toutes cryptées, donc excusez-moi, je ne peux plus vous répondre. Juste Karen, il y a Gilles qui dit « L'aide d'un psychologue peut aussi être bénéfique dans l'aide à la communication ». Bien sûr, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que disaient les témoins. Donc, effectivement, je peux tout à fait le reprendre. Et d'ailleurs, je vais en parler là sur le fait de s'aider et se faire aider, bien sûr. Et je sais que dans mon expérience clinique, je pense qu'on a fait du bon travail avec certains couples qui ont accepté de venir parler de ces difficultés pour renouer un petit peu de dialogue et comprendre un petit peu mieux le vécu de chacun. Et dans beaucoup de cas, honnêtement, je pense que ça a été vraiment aidant et que c'est dommage de s'en passer. Et que d'ailleurs, les psychologues que vous avez dans les services de référence qui vous traitent sont tout à fait à même d'accueillir les membres de la famille et le couple. Et effectivement, moi, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, j'ai le sentiment de faire un travail utile à ce niveau-là aussi. Hein. Tout à fait. Mais par rapport à ce que tu dis sur les services, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est souvent, il y a parfois les malades et le couple qui a peur d'aller voir le psychologue, mais aussi par rapport aux psychologues des services, il y a un manque d'information. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on martèle, dire qu'il existe dans chaque CHU, il existe des psychologues. Et l'information n'est pas toujours passée par les hématologues. Et ça, c'est vraiment désolant. Je veux dire c'est une obligation dans les services, dans les établissements et les services qui accueillent des patients en oncologie et en hématologie. La présence d'un psychologue est obligatoire. Donc, a priori, sauf exception, vous avez une ressource qui est mobilisable. Tout à fait. Elle n'est souvent pas assez mise en avant par les hématologues, malheureusement. Oui. Bon, ça dépend aussi des relations qu'ils entretiennent avec les collègues. Voilà. Tout à fait. Après, voilà, c'est ça aussi. Hein. Ça ne devrait pas être un frein, mais par expérience, ça dépend aussi de la qualité de relation qu'ils ont ensemble, quoi. Et il y a une question, même si je suis hors sujet, je sais, Karine et Maryse, mais je ne sais pas si ça va être abordé après. C'était la question, on ne l'a pas du tout abordé. Tout à l'heure, on parlait de la vie sociale et il y a Gilles qui dit le plus dur, c'est le regard des collègues de travail qui croient qu'on simule la fatigue ou la douleur. Je ne sais pas si ça va être abordé après. En tout cas, là, par rapport à la vie sociale, on peut revenir dessus, et notamment dans le milieu professionnel. En fait, le gros problème, si vous voulez, c'est la difficulté pour notre environnement de nous voir différemment d'avant et de mesurer en fait l'impact en fait de la maladie sur nous. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui ne vit pas cette expérience ne peut pas mesurer l'impact de la maladie en termes de douleur, de fatigue. Enfin, quand on dit fatigue, on dit tous banalement je suis fatigué, chacun a eu des expériences de fatigue, mais la fatigue qu'on peut ressentir quand on a un myélome multiple ou ce type de pathologie, c'est quelque chose qui est inconnu de ceux qui n'ont pas traversé cette expérience, c'est-à-dire c'est un niveau de fatigue qui n'est pas réellement partageable. Enfin, c'est quelque chose que les autres ne peuvent pas comprendre. Mais là-dessus, si vous voulez, j'ai envie de vous dire qu'il y a presque de mon point de vue, il y a une limite. Il y a une limite qui peut difficilement être dépassée dans cette compréhension.
Après, on attend de notre environnement et on peut l'exiger qu'il soit bienveillant, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas, il ne mesure pas, mais il peut quand même entendre qu'on est en difficulté, que ce n'est pas pour rien qu'on est en mi-temps thérapeutique, qu'on ne peut pas prendre autant de dossiers qu'avant et que si à un moment donné on a une baisse de régime, ce n'est pas parce qu'on est feignant, mais parce qu'on a une baisse de régime. On peut s'attendre à ce que notre environnement professionnel l'entende. Autant vous dire que dans la réalité, tout le monde ne l'entend pas et que si vous revenez dans un environnement professionnel qui n'est pas non plus un environnement amical ou spécialement bienveillant, de gens qui vous ont choisi et que vous avez choisi, vous aurez toujours en face de vous certaines personnes, non seulement qui ne comprendront pas, et ça, c'est presque malheureusement une limite qu'on a du mal à dépasser, mais en plus qui ne s'en préoccuperont pas plus que ça, qui s'en ficheront, voire qui de toute façon n'avaient pas de bonne relation avec vous, et ce n'est pas parce que vous êtes malade que ça va s'arranger. Voire qui briguaient votre place. Bon. Donc, si vous voulez, il y a des enjeux et des climats et des types de relations dans l'environnement professionnel qui sont liés à cet environnement. Et effectivement, n'attendez pas d'avoir toujours ni de la compréhension et même pas toujours de la bienveillance en face de vous, parce que ce serait illusoire de l'attendre, à mon avis. Si vous revenez dans un environnement professionnel, c'est en toute connaissance de cause, vous aurez parfois en face de vous des gens qui ne seront même pas bienveillants. Malheureusement, oui. On va peut-être continuer parce qu'il nous reste encore 2 points. Oui. Donc, je vois qu'Alexandre nous a mis le 9.5. Vous avez déjà commencé à le lire. Hein. Non, je le point 4. Non, moi, je ne l'ai pas. Voilà, Alexandre, maintenant, nous a mis le point 5. Voilà, s'aider, se faire aider. Alors, nous sommes toujours dans ce témoignage du couple de l'étape précédente. Et justement, la conjointe nous dit qu'ils ont pris la décision de se faire aider. J'utilise ces termes pour re-rentrer en communication l'un avec l'autre, car ils ne pouvaient plus se comprendre ni se parler, ils allaient droit contre le mur. Nous avons aussi, je lis tous les témoignages, Karen, et puis après, tu vois si tu souhaites parler point par point. Nous avons également Patricia, qui est une malade, qui dit qu'elle ne peut pas tout dire à des personnes toutes proches. C'était quelqu'un qui a parlé dans une réunion préparatoire à la JNM, donc c'était sur Grenoble, et dans une vidéo. Et elle a compris à ce moment-là justement la nécessité d'une psychologue au fil du temps. Et ce témoignage, il me fait penser, excusez-moi parce que je ne vois plus le chat, mais j'ai souvenir tout à l'heure, quelqu'un s'est exprimé et disait que lui, comment faire, de toute façon, il comptait sur lui-même parce qu'il n'avait plus d'aidants, il n'avait plus de proches, il n'avait plus personne. Il a perdu sa conjointe atteinte du myélome à l'âge de 32 ans, il était tout seul avec son fils. Donc, ces témoignages-là peuvent également, que nous avons vu sur le chat, rejoindre celui que je suis en train de lire. Et Elisabeth nous dit, patiente belge, qu'en parlant, en consultant une thérapeute, à présent, elle ne ressent plus l'anxiété qu'elle avait auparavant. Elle revit. Alors là, justement, on avait commencé à parler juste avant ce point, merci Maryse, mais de se faire aider. Donc, évidemment que vu l'épreuve que ça représente et en plus dans la durée, parce que on a en plus des nouvelles thérapeutiques qui arrivent et qui nous donnent de l'espoir, mais ça veut dire aussi que on a la chance à la fois de pouvoir se projeter longtemps en vivant avec cette maladie, peut-être même à un moment donné on pourra en guérir, c'est ce qu'on espère, mais aussi ça veut dire que voilà, on doit vraiment vivre avec longtemps. Hein. Donc, effectivement, ce n'est pas évident. Hein. On voit que voilà, ça demande beaucoup d'adaptation. Il y a des hauts et des bas, il y a des mauvais moments, il y a des périodes de traitement difficiles. Moralement, il y a des moments, c'est compliqué parce qu'on en a marre d'en entendre parler et qu'on voudrait vraiment être libéré de cette histoire. Donc, évidemment qu'on peut tous, à un moment ou à un autre, atteindre des limites en tant que personne et en tant que couple ou dans les relations avec d'autres proches, et que c'est important d'accepter de se faire aider. Alors, en allant vers des associations, bien sûr, hein, comme la F3M, mais aussi vers des professionnels, notamment les psychologues qui peuvent vous être utiles, et notamment ceux qui travaillent dans les services qui vous prennent en charge. Alors, que ce soit pour soi ou pour le couple, par exemple. Alors, comme c'est évoqué là, parfois pour préserver ses proches, on va parler à un tiers, parce qu'évidemment, c'est tout à fait, si vous voulez, à un moment donné, se dire qu'on ne supporte plus l'autre,
parce qu'on ne supporte plus l'autre, à ce moment-là, c'est tout à fait légitime, même si on l'adore, qu'on ne le supporte plus. C'est plus facile à entendre de la psychologue que de votre partenaire. Donc, si vous voulez, je vous encourage effectivement à aller dire à la psychologue que vous ne supportez plus l'autre, même si vous l'aimez. Ça vous fera du bien, ça vous soulagera. Et vous comprendrez d'ailleurs la plupart du temps que ce n'est pas forcément lui qui a un problème, mais que vous en avez tellement ras-le-bol de cette situation que vous en voulez à la terre entière et que comme il vit avec vous, c'est lui qui prend. Donc, une fois que vous l'aurez compris, en plus, vous lui en voudrez moins. Voire vous aurez beaucoup de bienveillance vis-à-vis de lui. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à avoir cette démarche, à avoir le regard d'un tiers neutre qui n'est pas jugeant. Ça vous permet de parler librement, y compris des choses qu'on n'ose pas dire, parce que nous, on peut tout entendre. Ça permet de dédramatiser, ça permet de prendre de la distance, ça permet aussi de trouver des solutions. Parfois, voilà, on réfléchit et on trouve des solutions, on trouve des voies pour améliorer les choses. Ça permet de retrouver ou de maintenir une communication satisfaisante. Donc oui, c'est utile. Alors après, on a plus ou moins d'expériences positives de professionnels de santé et notamment des psychologues, mais c'est utile et ça vaut la peine en tout cas d'essayer. Il y a Sophie qui pose une question toute simple, mais la question est simple, la réponse n'est pas facile, je pense. C'est quels sont les signes qui montrent qu'on a besoin d'un psychologue ou d'une psychologue? Alors moi, je dirais que d'abord, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on ne va pas bien, avant de se demander ce qu'on va mettre en face. C'est-à-dire que la première étape, c'est comment j'accepte l'idée que je ne vais pas bien. Alors, qu'est-ce qui va me faire dire que je ne vais pas bien? En fait, c'est principalement l'intensité de la souffrance que vous ressentez, c'est-à-dire le niveau d'angoisse, le désespoir, les problèmes de sommeil, la perte d'appétit, l'envie de pleurer tout le temps, le fait d'être irritable, d'être hyperactif. En fait, c'est un certain nombre de comportements ou d'émotions qui vont être négatifs, qui vont peser sur vous négativement, sur votre vie, sur votre quotidien, sur votre manière de voir les choses. Ça peut tout à fait arriver et passer. Si c'est des choses qui sont trop présentes et qui durent dans le temps, en fait, ça veut dire que vous avez atteint certaines limites et que vous avez du mal à trouver les ressources de préserver votre équilibre. Et dans ces cas-là, vous avez besoin d'aide. Ça veut dire en parler au médecin éventuellement, parce qu'il y a aussi une aide médicamenteuse possible. Ça veut dire développer peut-être la communication avec d'autres malades, ou ça peut vouloir dire aller faire des activités à l'extérieur, cultiver le bien-être, les soins de support, mais aussi aller vers un psychologue pour pouvoir exprimer ses difficultés. Donc, je dirais que la première étape, c'est de se dire, je ne vais pas bien, et là, tout seul, je rame, j'y arrive pas. Et le je ne vais pas bien, c'est l'impact en fait négatif et délétère de votre souffrance, de vos difficultés sur vous, sur vos relations, sur votre quotidien et sur le ressenti que votre vie, elle a toujours un sens et que vous avez suffisamment de bien-être dans cette vie. Si vous ne ressentez pas ça, si l'équilibre n'est pas préservé, si la balance n'est pas du bon côté, vous avez certainement besoin d'aide et peut-être effectivement d'un psychologue. Et juste pour finir, pour prolonger la question, là, je fais court, mais là, je parlais de comment, quand on est malade, savoir qu'on a besoin d'un psychologue. Et là, il y a, je pense que quelqu'un qui est aidante, c'est comment orienter ma mère à se faire aider. Comment l'aidant, est-ce que d'abord c'est son rôle, et comment l'aidant peut-il aider le malade à se faire aider? Alors, moi, je vais vous dire, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui refuse cette aide pour des tas de représentations, moi, j'en ai pas besoin, je suis pas fou, les psys, ça sert à rien, je vais m'en sortir par moi-même, c'est un aveu de faiblesse, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer et entendre, et je pourrais vous faire 1 heure là-dessus. Moi, je vous propose d'aborder les choses, non pas du point de vue de l'intérêt du malade, mais du vôtre, en disant, ou du prochain qui pourrait avoir besoin d'être aidé, en disant, écoute, moi, j'aimerais bien que tu essayes, ce serait important pour moi. Moi, j'ai beaucoup de patients, notamment des hommes d'un certain âge, qui viennent en consultation. Et quand je leur dis, alors, qu'est-ce qui vous a motivé à venir me voir? Ils disent, mais franchement, moi, je ne voulais pas venir, je suis venue pour ma femme. Et donc, moi, j'ai énormément d'hommes qui viennent me voir en disant, mais je ne viens pas pour moi, mes enfants m'ont demandé, ma femme me dit que je suis insupportable, ma femme m'a fait du chantage, elle n'arrête pas de me saouler avec ça, donc je viens vous voir, je crois que ça ne sert à rien, mais bon, j'en ai marre qu'on me prenne la tête avec ça, donc je viens. Donc moi, j'ai beaucoup de patients qui me disent ça, et moi, je leur dis, mes chers monsieur, c'est une excellente motivation. Tout à fait. Voilà. Et donc, elle en vaut tout à fait une autre. Je ne sais pas si ce sera utile, mais puisque vous êtes là pendant 1 heure avec moi, on va essayer d'en faire un moment utile. On verra bien si ça sert ou pas. Mais quoi qu'il en soit, la motivation qui vous fait venir jusqu'à moi, je la trouve excellente.
Donc, en général, je leur demande qu'est-ce qui, à votre avis, fait penser à votre femme que vous avez besoin de me voir. Et donc là, ils me disent, bah, il paraît que je suis infernale, il paraît que je suis plus comme avant, que je suis triste, que j'ai plus d'énergie, etc. Et donc, ça nous permet de commencer à échanger sur comment se sentent-ils et est-ce qu'ils sont en difficulté. Et en fait, depuis 25 ans, personne n'est sorti de ma consultation en me disant, vraiment, ça sert à rien de votre truc. Donc, et même c'est exceptionnel qu'ils ne reviennent pas. Donc, je me dis que ça a dû quand même être utile. Donc, en fait, essayez de leur dire que ce serait important pour vous qu'ils le fassent. Et une autre voie possible, c'est d'y aller avec eux. Moi, quand j'ai quelqu'un qui me dit mon mari ou ma femme aurait besoin, mais je crois qu'il n'est pas prêt à l'accepter, eh ben, je leur dis, proposez-lui de venir avec vous, me voir, me rencontrer, discuter un petit peu, et ensuite il verra. Et en général, quand ce premier contact est établi et qu'ils m'ont rencontré et que j'ai pu leur expliquer en quoi ça peut être utile, ils sont d'accord. En tout cas, pour essayer. On va passer au point 6 parce que je ne sais pas, on Oui. finit… on finit, vas-y. Je sais pas trop l'heure, mais… Alors… 19h. Bon, voilà, c'est 19h. Allez, donc voilà notre dernier point, cultiver les émotions et les pensées positives. Donc, selon les dentes de la vidéo dont nous avons parlé, pour elle dit « On vit pleinement aujourd'hui chaque instant, même si demain on ne sait pas de quoi il sera fait, vivons pleinement. » Voilà, c'est une philosophie qu'elle s'est appropriée, qui est intéressante. Serge aussi, malade du myélome multiple, dit qu'il préfère parler de courage plutôt que de parler du terme de morale. Pour lui, ça lui est plus personnalisé. Et Ginette, son épouse, dit qu'elle ne se pose plus de questions et qu'elle vit cela avec la maladie de son mari comme une épreuve de vie. Nous avons Janine aussi, qui est une aidante, dans une vidéo, qui dit « Dans notre couple, ça a été une fusion. » C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Karen. Hein, voilà. La maladie a fait ce qu'elle a fait, mais on s'est soudés et on reste justement libre par rapport à ça. C'est le principal. Moi, je serais amenée à me poser cette question justement pour terminer. Peut-on dire que l'on construit donc son bonheur qu'en maladie il y a? Est-ce qu'on est acteur? Alors tous ces témoignages me semblent hyper intéressants. Alors, cultiver les émotions et pensées positives. Alors, on n'est pas du tout dans la méthode Coué. Là, je vous rassure, hein, ceux qui me connaissent le savent. Oui. Il faut avoir le moral, c'est absurde. Le moral, ça ne se décrète pas. On ne peut pas avoir le moral tout le temps. Il ne s'agit pas d'avoir le moral, d'être toujours positif, d'être toujours combatif. Il s'agit en fait d'aborder l'ensemble de ce qu'on vit, y compris ces choses-là, positivement. C'est différent. Hein. Donc, évidemment, avoir le moral tout le temps, c'est impossible, mais même être courageux tout le temps, c'est impossible. Quand on disait on parle plutôt de courage que de morale, je dirais que des fois, on est complètement découragé, hein, et c'est normal, c'est absolument normal, voire désespéré, ça peut arriver, et c'est normal aussi. Hein. Donc, en fait, cultiver les émotions et pensées positives, c'est d'abord, pour moi, et avant tout pour soi et pour les autres, cultiver la bienveillance. Soyons bienveillants à l'égard de ce qu'on ressent, parce qu'on n'est pas toujours à la hauteur de nos ambitions. Et on a besoin de ça, parce que sinon, on se met la pression, on met la pression à tout le monde. Donc, être positif, c'est surtout être bienveillant. Mais c'est aussi, je le lisais un petit peu là dans vos commentaires, cultiver le bien-être et les émotions positives, c'est s'entourer des personnes qui nous font du bien et prendre un peu de distance avec les autres, dans la mesure du possible. C'est faire les activités qui nous amènent du bien-être. On a vu la musique, on a vu le dessin, on a vu le bricolage pour certains, la cuisine. C'est cultiver ce qui nous apporte des émotions positives. C'est partager, parce qu'évidemment, on l'a vu dans les relations, et c'est ça aussi, préserver l'harmonie, c'est essayer de prévoir, de valoriser, de prioriser ces moments de partage positif. Rire, j'ai vu tout à l'heure, on rit beaucoup. Et oui, hein, si vous avez l'occasion d'aller à un spectacle, de voir un film drôle, alors tout le monde n'a pas le même humour, mais même si vous avez toujours été extrêmement attiré par les drames coréens, je vous assure qu'il y a des moments, il vaut mieux éviter.
Hein. Donc, il faut être un peu, si vous voulez, il faut être un peu malin et un peu stratège et essayer de se créer les conditions de passer de bons moments et de se sentir bien. On parlait d'amour. Bien sûr, l'amour, ça existe et c'est important. Le cultiver, l'espoir, la gratitude, être capable d'exprimer de la gratitude, ça fait du bien. Nous-mêmes, ça nous fait du bien. J'ai lu et j'ai lu aussi dans le chat, mais j'ai lu dans les témoignages la liberté, parce que ça nous contraint tellement cette maladie, qu'on soit malade ou qu'on soit proche. Essayez de trouver des voies, des espaces de liberté que vous ne sentiez pas toujours contraints, toujours limités. L'acceptation fait partie pour moi des choses positives, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'essayer de tout contrôler. Bien sûr, vivre avec le myélome, c'est vivre avec un haut niveau d'incertitude, et ça c'est terrible, c'est redoutable de vivre avec un tel niveau d'incertitude, mais en même temps, à un moment donné, si on veut continuer à avancer, il va falloir qu'on arrive à atteindre un certain niveau d'acceptation, parce que de toute façon, il y a des choses, on ne les contrôle pas, et ce n'est pas nous qui avons la main dessus. Donc on fait ce qu'on peut faire, et pour le reste, il va falloir aussi un peu pouvoir lâcher prise. Et ça, c'est pas facile à obtenir, mais ça fait aussi partie des voies en fait qui nous permettent de nous sentir mieux. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, aider les autres, se mettre au service des autres, c'est aussi cultiver les pensées positives et cultiver les émotions positives. Et d'ailleurs, dans un reportage récent que j'ai vu avec Mathieu Ricard, qui a été le porte-parole du Dalai Lama, et qui est un occidental, pour certains sûrement qui le connaissaient, qui est bouddhiste et qui a beaucoup écrit, et un homme d'une quarantaine d'années, très envahi, en burn-out et tout ça, qui a des gros problèmes au boulot et tout ça, et il vient vers lui, il dit je viens vers vous parce que je sais qu'il n'y a que vous qui avez la solution, répondez-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller mieux, pour être heureux dans ma vie, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je trouve aucune solution, je suis tout le temps tellement malheureux, mon boulot ça va pas, ma famille ça va pas, je me sens pas bien, je suis en burn-out, etc. Et il lui a posé plusieurs fois la question, il ne lui répondait pas. Et à la fin du reportage, il lui dit « Mais répondez-moi, dites-moi quelque chose. » Il lui a dit « Décentrez-vous. » Voilà. Et donc, il est resté avec sa réponse. Il ne savait pas trop s'il devait être content ou pas. Mais en tout cas, c'était une très bonne réponse. C'est-à-dire que ce n'est pas facile de vivre avec cette maladie, mais à chaque fois, vous pourrez vous décentrer, et notamment en vous tournant vers les autres, vers des activités, vers des projets, vous allez augmenter votre bien-être. Merci Karen. Ça va être... Je pense que nous pouvons aller vers la conclusion avec tous ces bons conseils et toutes ces pistes. Je voulais vous dire que les fêtes arrivent, donc déjà bonne fête à tous et à toutes. Et pour chacun, écoutez, ce sapin-là, ce petit sapin avec tous ces mots, je souhaite que vous trouviez un cadeau au pied de ce sapin, quelque chose qui puisse être une piste pour vous. Comme je le dis des fois, on n'a pas toujours la science exacte et puis tout ce que l'on doit faire, mais comme le dit Karen, c'est vrai que ça nous permet de nous décentraliser, de voir, même si on voit un seul chemin, une façon de sortir d'un malaise, c'est déjà formidable et c'est une porte ouverte. Donc, merci infiniment à Karen de nous avoir permis d'avoir ces idées. Et puis, je vous envoie ce petit sapin de la part de la F3M. J'ai rien à rajouter, si ce n'est que oui, je pense que les derniers mots de Karen sont juste sur l'importance par rapport au bonheur. Dire que c'est certain que le bonheur, on ne va pas le trouver dans le myélome. C'est en se décentrant de ce qui nous arrive qu'on pourra trouver des moments. Peut-être pas le bonheur tout le temps, mais trouver des moments de bien, des moments de plénitude, comme dirait Mathieu Ricard, quoi. Et c'est ça qui est important. Donc, on l'a vu dans toute la discussion, l'important de s'écouter, d'échanger, voilà. C'est aussi en allant vers les autres qu'on trouve un chemin bien plus positif, quoi. Merci à vous deux, Maryse, Karen, et merci Alexandre pour la technique, il a été parfait en fait. Parfait. Parfait. Belle fête, merci Laurent, merci à tous. Je ne peux pas vous dire au revoir sur le chat, mais le cœur y est.
Bonne fête à tous. Belle Voilà. fête à tous. Et pour Plein de rappel, bons le MOOC moments. restera donc ouvert jusqu'au 12 décembre hein, pour toutes celles et ceux qui ne l'ont pas terminé. Voilà, vous pouvez toujours y aller pour le finaliser ou même le démarrer si vous ne l'avez pas encore commencé, puisque vous pouvez le prendre dans tous les sens, comme le disait Laurent en début de webconférence. Donc n'hésitez surtout pas, c'est sur le site action-mielome.org. Et pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas encore le site, vous recevrez après cette conférence donc un mail de remerciement avec une enquête de satisfaction et dans lequel figure cette adresse sur laquelle je vous invite à aller. Donc voilà, bonne soirée à tous et Bonne merci pour soirée. votre Et participation. merci Laurent de nous avoir accompagnés. Oh bah non, c'était un Merci à vous plaisir. tous. Merci Au revoir à Caroline. tous. Au revoir à tous.